Bonjour Monsieur Ridao, je vais vous présenter mon rapport de recherche qui porte sur le management dans le monde coopératif. On va commencer par l'analyse externe et je vais vous présenter le marché bancaire. Effectivement, il y a 4 marchés bancaires en France. Il y a les réseaux bancaires historiques, les concurrents avec des réseaux physiques tels que les banques de grande distribution, les pure players de la banque en ligne et les spécialistes du paiement électronique tels que PayPal. Actuellement, il y a une baisse de revenus générés par les banques de détail due à une pression sur les marges et une pression sur les commissions. Ce qui a fait qu'ils ont dû trouver de nouveaux relais de croissance, tels que les assurances, les marchés de niche comme la téléphonie, les segments de clients à potentiel comme les étudiants, et le développement à l'international comme a pu le faire la BNP. De plus, c'est un secteur en pleine évolution, et ce depuis la directive européenne DSP2 qui oblige les marchés bancaires historiques de partager l'information qu'ils ont récoltée sur leurs clients avec les autres marchés bancaires. Il y a aussi eu une explosion concurrentielle des pure players pour venir en aide aux entreprises, puisqu'actuellement les entreprises ont du mal à débloquer des prêts auprès des banques classiques, et il est plus simple pour eux effectivement de passer par des pure players en ligne. Au niveau des entreprises, on peut voir qu'il y a eu le nombre de créations d'entreprises qui a explosé entre 2008 et 2009, ce qui explique qu'actuellement l'encours de crédit aux entreprises a augmenté de 5,6% sur un an en 2017. Pour les ménages, c'est pareil. Entre 2008 et 2009, il y a une explosion du taux d'épargne global des ménages en France. Et comme on peut le voir sur ce graphique, le taux d'épargne des ménages en France a baissé en 1987, entre 1987 et 1990, ce qui est expliqué par la récession du crash mondial d'octobre 1987. En fait, entre 2008 et 2009, on est sorti de cette crise qui explique qu'il y a eu plus de création d'entreprises et plus d'épargne. Aujourd'hui aussi, les ménages sont sensibilisés à l'épargne solidaire et c'est très important, comme on peut le voir auprès du Centre de recherche pour l'État et l'observation des conditions de vie. Au niveau de l'analyse interne, l'entreprise Finançons-nous a été créée en 2013 par Audrey Barros, puisqu'elle s'est rendue compte que les TPE et PME représentaient 95% du tissu économique lyonnais et que leurs dirigeants avaient du mal, effectivement, à avoir des prêts et des solutions de financement pour de l'immatériel, donc de l'emploi. C'est alors qu'en fait, elle a décidé de créer avec d'autres entrepreneurs des solutions alternatives et innovantes répondant aux besoins réels des entreprises et surtout destinées à compléter l'offre de financement existante. Aujourd'hui, Finançons-nous, c'est 150 sociétaires, dont 50% d'entreprises et 50% d'individus. Il y a 2 salariés et 4 entreprises financées, ce qui a permis de créer et maintenir 9 emplois. Pour le fonctionnement, l'épargne finance les prêts et le taux des prêts finance le taux d'épargne. C'est vraiment un système circulaire et pour pouvoir dégager du chiffre d'affaires, cela se passe sur les intérêts de placement, les frais de souscription de gestion et les intérêts de prêt et surtout les frais de dossier. Cependant, on ne touche pas au capital puisque c'est une coopérative, je vous expliquerai par la suite pourquoi. Au niveau de l'organisation, on est vraiment une organisation démocratique où une personne égale une voix et avec une gouvernance horizontale. Il n'y a pas vraiment de dirigeant. On a une lucrativité limitée justement, vu qu'on a une coopérative où 57% du bénéfice est réintégré au capital de la coopérative. On a aussi une utilité sociale puisqu'on sert à créer de l'emploi et donc qu'il y ait une meilleure croissance des entreprises au sein de la région lyonnaise. Au niveau des principaux concurrents, notre gros principal concurrent, c'est surtout la BPI France, puisque en 2014, ils ont créé eux aussi le prêt sur l'immatériel en s'appuyant sur le savoir-faire de Finançons-nous, et ils ont fait le même produit et ont la même façon de faire que la coopérative, sauf que eux ont 2 milliards d'euros disponibles pour les prêts et ont surtout de grosses campagnes de communication puisqu'ils sont déjà connus. Cependant, ils ont eu trop de demandes, du coup ils ont transmis certains dossiers à Finançons-nous, ce qui a permis aussi de relancer un peu l'activité de la coopérative. On a d'autres concurrents tels que l'ANEF, la RDI, l'Endix et Ulule. Mais notre principal avantage par rapport à eux, c'est qu'on a un accompagnement physique et personnalisé et qu'on remet vraiment l'humain au cœur du projet. De plus, on fait une visite et une expertise directement dans les locaux de l'emprunteur pour l'aider dans son développement. Les épargnants ne misent pas sur un seul projet, mais misent sur la globalité des projets que nous on choisit de financer. Au point de vue du business model Canva, tout est lié au sociétaire. Le sociétaire, c'est l'épargnant, c'est la personne qui va aider les 2 employés à ce que la coopérative et l'activité de la coopérative se déroulent bien. Comme on peut voir avec ces flèches, s'il y a quelque chose qui se passe mal dans ce business model, tout reste fragile. Tout peut tomber à tout moment. Ça reste un business model très fragile et bancal, ce qui est un réel problème pour la coopérative Finançons-nous.
Donc au point de vue des forces, faiblesses, opportunités, menaces, la principale force de la coopérative Finançons-nous, c'est qu'on a une réelle proximité avec notre premier cercle qui est très fort. On a une proximité avec nos épargnants. Euh, et le premier cercle fait partie aussi du conseil d'administration, ce qui permet aussi qu'ils soient plus impliqués. Cependant, on a un deuxième cercle insuffisant. Les sociétaires, au fur et à mesure qu'ils rentrent dans la coopérative, s'essoufflent et l'aident beaucoup moins. Et c'est pour ça qu'on manque de visibilité et de prescripteurs. Et c'est pour ça aussi qu'une de nos principales faiblesses, c'est l'organisation des forces vives, c'est-à-dire le personnel et les bénévoles. Le personnel ne peut avancer sans les sociétaires qui sont bénévoles. Au niveau des opportunités, on a vraiment tout ce qui tourne autour de la RSE, mais aussi des problématiques de financement de l'immatériel. Par contre, l'une des principales menaces, c'est vraiment le changement de loi sur la fiscalité. Au niveau des domaines d'activité stratégiques, d'après ces analyses internes et externes, j'ai pu en tirer trois grandes, dont l'épargne solidaire, les prêts sur l'immatériel et le fonctionnement coopératif, donc le cercle virtueux avec les sociétaires. De là, j'ai pu en tirer quatre thèmes de revue de littérature, dont le système coopératif, le management, la motivation et l'économie sociale et solidaire. Pour le premier thème, je vais vous parler du système coopératif. Il faut savoir que le système coopératif a été plus ou moins créé au XIIIe siècle avec les coopératives agricoles de fromage de comté. En fait, c'est des agriculteurs qui ont mis en commun tout leur lait pour pouvoir faire des plus gros fromages afin de les garder plus longtemps, et ils se sont répartis les fromages en fonction du lait qu'ils avaient rapporté. En 67, il y a eu le premier cadre législatif et en 78, Charles Gide théorise effectivement le mouvement coopératif, mais c'est qu'en 47 que la loi Ramadier sert d'exemple pour l'ensemble des coopératives. Il y a les coopératives de crédit et d'épargne qui se basent en fait sur le modèle de Raffensen où la responsabilité est limitée des sociétaires et surtout il y a un bénévolat des administrateurs. Il y a aussi le modèle de Schuss-Delitzsch où il parle de rémunération des administrateurs et la possibilité de verser des dividendes. La finance solidaire est plus ou moins née en 1637 où lorsque Louis XIII autorise la création du mont de Piété, qui lui est né à peu près en 1462 en Italie, lorsque le moine Barnabé de Terni a décidé de collecter de l'argent auprès des riches pour pouvoir faire des prêts pour les plus pauvres afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Les principaux avantages du système coopératif, c'est que les actionnaires et associés sont pas responsables des dettes de l'entreprise. Il y a une possibilité d'entrer et de sortir de la coopérative à tout moment. Il y a aussi une organisation horizontale, comme on a pu le voir, et un management participatif, mais surtout il y a une exonération totale de la taxe de contribution économique et territoriale. Cependant, il y a des inconvénients. Par exemple, il est impossible de vendre la coopérative, et ce qui est aussi un avantage, est un inconvénient puisque la gouvernance horizontale et le management participatif peut être source de conflits au sein d'une coopérative. De plus, il y a différentes formes de coopératives. Il y a les coopératives d'utilisateurs ou coopératives de consommation, les banques coopératives, les assurances coopératives, les coopératives agricoles, les coopératives de production telles que les sociétés coopératives et participatives, ou comme la coopérative Finançons-nous, les sociétés coopératives d'intérêt collectif et les sociétés coopératives européennes. Au point de vue du management pour le thème 2, j'ai décidé en fait vraiment de m'appuyer sur les grands noms du management, tels que Parker, Fayol, Tyler, Weber et Herzberg, et voir vraiment ce qu'ils ont théorisé et les confronter entre eux, ce qui m'a amené en fait à étudier les différents types de management, tels que le management délégatif, persuasif, stratégique, directif et participatif. Et en fait, en les confrontant un peu tous et en étudiant plusieurs ouvrages qui portaient sur le management, je me suis rendu compte qu'au sein d'une entreprise, on ne peut pas appliquer qu'un seul type de management. Il faut vraiment tous les lier pour s'adapter aux personnes qu'on a en face de nous, ce qui m'amène sur le type d'organisation au sein d'une entreprise. Il y a par exemple l'organisation personnalisée, où effectivement le manager va personnaliser son management auprès de chaque collaborateur, l'organisation pyramidale telle qu'on connaît, avec le N+1, le N+2 et ainsi de suite. L'organisation duale ou horizontale, où un homme égale une voix, et l'organisation cellulaire. Donc l'organisation cellulaire, c'est vraiment plus le fait de fonctionner par service. Au point de vue du thème 3, la motivation au travail, j'ai étudié plusieurs thèmes, mais ce qui est ressorti en premier, c'est vraiment la pyramide de Maslow, puisque on recense de façon pyramidale les besoins, donc ce qui motive aussi les gens, donc les besoins physiologiques, par exemple la faim, la soif,
les besoins de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et aussi le besoin de s'accomplir. Face à ça, en fait, on trouve principales sources de motivation telles que la rémunération, la culture de projet la culture et le projet d'entreprise, les conditions de travail et le management et la communication et le développement des compétences professionnelles. Pareil, à travers ces ouvrages, j'ai pu constater qu'il y avait 12 leviers de motivation. Donc, il faut que la mission soit clairement définie, que le rôle du collaborateur ait du sens, qu'on lui mette aussi tous les moyens matériels à sa disposition pour qu'il puisse faire ses missions correctement, et qu'on donne de l'intérêt à ses missions, mais aussi qu'on le responsabilise et qu'on lui donne des signes de reconnaissance pour le motiver. De même, il faut que le manager soit disponible et qu'il ait confiance en ses équipes. Pareil, tout homme a le droit à l'erreur, et c'est pour ça qu'il faut aussi les laisser autonomes. De plus, il faut vraiment qu'il y ait une bonne ambiance au sein d'une équipe, puisque chaque collaborateur apporte aux autres, et il est important que tout le monde s'entende bien pour que tous aillent dans la même direction et puissent suivre le même projet dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça que le manager doit aussi encourager et épauler ses collaborateurs. Au point de vue de l'économie sociale et solidaire, j'ai décidé de vraiment reprendre les bases théoriques de l'économie sociale et solidaire. Donc l'ESS dessine les entreprises organisées en coopératives, mutuelles, associations et fondations, dont les valeurs et le fonctionnement sont basés sur la solidarité et sont d'utilité sociale. Donc comme on peut le voir ici, l'ESS est au centre de tout, au centre des valeurs, des statuts et des pratiques d'entrepreneurs. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment s'organiser pour promouvoir et diffuser un modèle de fonctionnement de l'activité économique. Les valeurs, c'est la solidarité, la démocratie, l'émancipation de la personne. Au point de vue des statuts, c'est une société de personnes et non de capitaux. L'humain au cœur de tout. C'est vraiment le fonctionnement même de l'économie sociale et solidaire. Et c'est pour ça qu'aussi, au niveau des pratiques de l'entrepreneur, l'objet social avant la recherche de profit. Et ça, c'est très important. On ne va pas dans l'économie sociale et solidaire pour faire du profit. On y va vraiment pour resserrer les liens et mettre l'humain au cœur de tout. Donc, à partir de ces thèmes, j'en ai conclu une problématique qui est réelle, puisque avec l'analyse interne, l'analyse externe de tous ces marchés, en m'intéressant un peu à d'autres types de coopératives, je me suis rendu compte que les motivations des sociétaires dans le monde coopératif étaient un réel problème, que dans plusieurs coopératives, notamment par exemple au sein de la coopérative Finançons-nous, les sociétaires étaient de moins en moins motivés, ce qui impacte énormément le cercle vertueux et le fonctionnement même de la coopérative. Donc je me suis dit pourquoi pas partir sur ce type de problématique, mais surtout comment on peut y répondre. Et pour moi, je pense qu'il est intéressant et essentiel de faire une enquête terrain, c'est-à-dire directement aller voir des personnes dans les coopératives, leur poser des questions. Pourquoi ils sont rentrés dans cette coopérative? S'ils se sentent toujours attachés à ces valeurs, si oui, pourquoi, sinon pourquoi, et surtout, est-ce qu'ils se sentent toujours autant impliqués dans ces coopératives? Parce que c'est le réel souci. Et je pense qu'il serait intéressant aussi de s'appuyer sur les grandes entreprises où le management et la motivation des collaborateurs ont fait leurs preuves, pour peut-être s'appuyer sur ces grosses entreprises pour pouvoir l'appliquer au système coopératif. Aujourd'hui, en fait, dans le monde entier, il y a des coopératives qui ont réussi à motiver leurs sociétaires avec des systèmes un peu circulaires où une personne, par exemple, va se charger de la comptabilité pendant une semaine et se chargera la semaine d'après d'une autre tâche et ainsi de suite. Comme ça, en fait, tout le monde voit un peu comment se passe la coopérative et touche un peu à tout et surtout s'entraide et s'explique. Il y en a un qui sera bon forcément là-dedans et moins bon dans autre chose et ainsi de suite, ce qui permet de trouver un équilibre. Et pour moi, il serait essentiel effectivement de pouvoir communiquer avec ces coopératives qui ont ce système circulaire pour voir comment elles ont mis en place ce système. Parce que je pense que ce n'est pas applicable, par exemple, actuellement pour la coopérative Finançons-nous, puisque les sociétaires sont déjà démotivés et sont beaucoup moins impliqués. Il faudrait déjà trouver comment les réimpliquer dans ce projet, trouver comment les remotiver pour que tout se passe bien avant de pouvoir mettre en place ce système circulaire. Vous pourrez trouver mon analyse externe et interne tout au long de mon mémoire avec plus de précision et en tout cas je vous remercie pour votre écoute.